Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur quelque chose qui peut paraître paradoxal, reconstruire la souveraineté industrielle depuis le local. Il y a au moins 2 contradictions, mais vous allez voir, c'est juste le titre. La réalité est véritablement dans cette logique de la reconstruction de la souveraineté industrielle depuis le local. D'abord, bien sûr, la souveraineté est indivisible, elle est nationale et elle ne peut pas être locale. Première contradiction. Deuxième chose, une souveraineté industrielle supposerait quoi? Qu'on ait une industrie nationale? Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc il y a véritablement à expliciter la notion de souveraineté industrielle depuis le local comme outil de retissage, de la possibilité de replacer ces fameuses briques de production au local et faire de telle sorte que la politique, la grande politique industrielle qui a été oubliée depuis longtemps, puisse être redessinée depuis le local au plus près des producteurs, au plus près de ce que j'appelle moi, ce qui fait agglomération, l'effet de système, pour prendre un terme académique, le district de production au sens de l'économie industrielle. Voilà ce que nous avons souhaité vous présenter aujourd'hui dans le cadre de ce petit mot introductif dans votre retour d'expérience, RETEX, ce que disent les militaires, vous l'appelez le REX, de votre RETEX annuel. Alors je vais commencer par une question qui peut paraître un peu provocatrice. Est-il concevable, et c'est une question réellement qui a été posée à l'endroit des systèmes de production, est-il concevable qu'on ait dans une planète la plus grande partie des moyens de production localisés quelque part et que de l'autre côté qu'on n'ait que des gisements de consommation? Autrement dit, une sorte, je le dirais un peu plus loin, une sorte de Yalta économique basée sur le partage des zones, un qui produit, l'autre qui consomme. Finalement, ça n'est pas totalement concevable et je vais vous dire pour quelles raisons. Ça, c'est la question qui provoque et qui ouvre. Nous allons essayer de lui apporter réponse en 5 points. D'abord, les constats et les tendances. Vous allez voir qu'on va partir de la géoéconomie et vous le voyez devant vous, je dirais que nous sommes d'une certaine façon aidés par une actualité que je n'ai pas besoin de restituer devant vous, tellement elle est manifeste, tellement elle nous surprend. Je vais vous dire, même nous qui travaillons sur la géoéconomie, nous sommes étonnés de voir cette évolution tellement rapide qui amène la fin d'un cycle sur lequel je reviendrai. Donc nous allons faire des constats et des tendances. Nous allons par la suite descendre d'un cran, aller voir au plus près du territoire qui nous concerne, nous autres, le Rhône et le laboratoire rhodanien. Ensuite, nous allons nous poser la question, si nous étions dans une économie industrielle plutôt liée à ce que j'ai appelé le déploiement de l'usine monde, comment on pourrait revenir vers ce que j'appellerais moi une économie industrielle plutôt souveraine, localisée et ancrée? C'est le concept du pont technologique, le passage d'une rive à l'autre qui suppose un coût utile. Alors je ne sais pas si nous avons des représentants de l'État ou des collectivités, c'est à eux que ça s'adressera essentiellement parce que c'est un ticket d'entrée et c'est un ticket de maintien des capacités de production dans les territoires et on finira par une feuille de route. Mais juste un petit point, pour moi l'industrie, ça n'est pas qu'une simple activité. Si on regarde dans l'histoire, et c'est ce que je dis à mes étudiants souvent, ça les surprend un tout petit peu, l'industrie, c'est de la politique d'abord. Il suffirait de regarder le lien que nous avons entre nos institutions politiques et la société industrielle. Attention, je ne plaide pas juste pour cela, mais dans la réalité, si vous constatez l'urbanité, ce qui fait société, ce qui fait production, ce qui fait déplacement, ce qui fait statut des individus, nous vient de la société industrielle et son maintien est en grande partie le maintien de ces fameuses évolutions dont nous bénéficions, y compris au niveau des statuts des personnes. Ce n'est pas peu que de le dire. Bien, allons faire 2 constats qui sont des constats qui peuvent paraître à la limite même problématiques. Il y a 2 dogmes qui ont
été d'une certaine façon installées et qui n'ont pas réellement résisté à l'évolution telle que nous la voyons aujourd'hui. La première, c'est l'idée qu'on puisse indéfiniment fabriquer moins cher ailleurs et étirer au maximum les moyens de production vers la fameuse usine monde. Bien, arrive un moment que même l'usine monde elle-même est rattrapée, nous le voyons, la Chine accuse le coup, mais d'autres aussi, dans d'autres situations, bien avant et vraisemblablement après, ne produiront pas indéfiniment au plus bas coût possible. Il est vraisemblable qu'il y a quelque chose qui s'est grippé dans l'usine monde. Je dirais que d'une certaine façon, si on produit le moins cher en localisant le plus loin possible et en localisant ailleurs, que reste-t-il aux autres? On oublie souvent que produire à courte distance et produire localement, c'est au-delà du geste politique, c'est un geste économique nécessaire et utile parce qu'on ne peut être que des consommateurs d'un côté et des producteurs de l'autre. Il y a un deuxième point, et j'aimerais bien m'arrêter 2 secondes dessus. C'est que jusqu'alors, les fameux grands chocs géopolitiques, ce que nous appelons les grands chocs stratégiques majeurs, n'ont pas amené l'idée qu'on puisse peut-être relocaliser ici. Parce que c'était des chocs qui étaient des chocs plutôt, entre guillemets, erratiques à faible coût. Jusqu'à ce qu'un de mes collègues, je ne vais pas citer le nom, qui disait que peut-être une guerre au Moyen-Orient n'aurait pas d'incidence particulière sur le prix du pétrole et sur le prix du gaz. Il ne faut pas parler trop vite, et malheureusement, il a parlé trop vite. Bien, nous voyons le contraire. Là où il y a eu rupture, c'est au moment du Covid. C'est-à-dire que le choc sanitaire a été tel que le coût d'une relocalisation est plus faible que le coût du choc stratégique lui-même, réellement. Et c'est là où on commence à réfléchir sur le fait que le cycle de la mondialisation, tel que nous le voyons aujourd'hui, d'abord intrinsèquement, il se transforme, mais au contact de ces chocs qui deviennent répétitifs, Covid, guerre en Ukraine, avec tout le coût global qu'elle a eu, et aujourd'hui, ce que nous voyons dans le cas du Moyen-Orient, et ensuite dans cette guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine, et entre les États-Unis et l'Union européenne, amène une, ce que j'appellerais, moi, en anglais, on appelle ça une sorte de wake-up, un réveil, qu'on ne peut pas rester, que l'idée d'une société sans usine ou un pays sans production est une fausse idée. C'est contre laquelle, entre parenthèses, que j'ai eu à faire ma thèse de doctorat. Vous comprenez qu'aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à venir vous parler pour vous dire que beaucoup se sont trompés et je suis très ravi. À l'époque, on m'avait dit que c'était un suicide académique. Mais je suis encore vivant et je suis debout. Alors que s'est-il passé dans cette grande usine et où en sommes-nous, je dirais, localement, au niveau national français? Un chiffre. La France est autour du 12% du PIB. Et ce matin, j'ai actualisé un tout petit peu. Nous sommes entre 10,8 et 12% du PIB qui vient de l'industrie. En 1970, c'était 35%. Et je vous donne un chiffre qui donne le vertige, je vous assure. 1980 à 2007, nous avons perdu 1,9 million d'emplois. Voilà, grosso modo. Ça vous donne l'ampleur. C'est une ampleur. Même moi qui travaille parfois sur des choses un peu particulières, je suis véritablement saisi par cette évolution. Mais rien n'est perdu, c'est ça l'idée. C'est qu'au fond, il y a quelque chose à conquérir et à reconquérir. Moi, je pense que ce pays a un grand génie et nous l'avons vu dans la politique de recherche et ça continue, c'est ça ce qui est bien. Alors quels en sont les facteurs? Ils sont multiples. Évidemment, ça c'est l'idée de l'un de mes collègues sur la consommation, la moindre consommation des biens manufacturés. Il disait à l'époque la fin des grandes formes de consommation. On achetait moins de machines à laver, moins de voitures, moins de ceci, moins de cela. Oui, mais attention, si vous regardez sur le long terme, générationnellement, c'est vrai, mais dans les cycles, c'est problématique. Il y a un autre facteur qui est le déficit, compétitivité, coût-travail. Oui, si on n'internalise pas le coût social de la perte du travail localisé, évidemment, on est moins compétitif. Si vous internalisez le coût social
de la perte du travail, il aurait mieux valu maintenir les usines et maintenir le travail en France. Deuxième chose, il y a bien sûr le déficit de la compétitivité hors coût. Ça, ce sont des facteurs économiques, on peut en discuter. Reste ensuite ce qui relève de la décision politique. Le marché unique, nécessaire, mais il aurait fallu peut-être le réformer. La monnaie unique, nécessaire, utile, peut-être qu'il aurait fallu lui adjoindre autre chose. Mais un des facteurs majeurs, c'est la structure de la mondialisation, circulation parfaite des facteurs de production. Surtout, cette mondialisation s'est adossée aussi à une industrie financière particulière qui explique le fameux drop lock sur lequel on reviendra plus loin. Ça, c'est, je dirais, les facteurs qui nous expliquent en partie, en grande partie, la désindustrialisation et la chute vertigineuse de l'emploi industriel, la disparition, entre guillemets, le grand tissu industriel qui ne s'est pas réformé vraisemblablement à temps, mais qu'on n'a pas pris, je dirais, en charge pendant de longues années. Alors c'est ce qui va amener à un moment un débat particulier entre les libres échangistes, vous savez, les adeptes de Ricardo, hein, pour être un peu académique, et puis les autres, les protectionnistes, grosso modo, ceux qui veulent croire qu'on peut fermer la frontière et se calfeutrer derrière en vivant en autarcie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ni l'un ni l'autre. En réalité, ce qui peut être possible, c'est de construire une souveraineté industrielle moderne. Elle est basée sur quoi? Sur des effets d'agglomération, sur des ancrages, sur la résolution, par exemple, de certaines des problématiques de localisation qui peuvent trouver très, très rapidement réponse. Notamment, je reviendrai dessus, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est le fameux foncier industriel qui est problématique et qui est important. En fait, quand on regarde très bien, le débat n'est pas entre le souverainisme et le protectionnisme d'un côté et le libre-échange de l'autre. Les choses sont autour d'un libre-échange avec la possibilité de perdre une grande partie des capacités industrielles très rapidement, soit alors une souveraineté industrielle qui permet d'ancrer tout en étant combatif sur les grands marchés, et c'est ce qui compte. Si vous regardez par exemple un des derniers sondages sur la question de la réindustrialisation, 82% des Français la réclament, la voudraient. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année d'élection présidentielle. Moi, j'ai remarqué une chose. Alors, cette année, bien sûr, je vais tenir les compteurs. Vous comprenez que depuis 1993, jamais une campagne électorale n'a fait un mot sur la recherche-développement, sur la politique de recherche-développement. Pas un mot. Parce que comme vous savez, quand vous travaillez sur quelque chose, c'est votre dada pour votre vie. Donc, vous regardez que vont-ils dire durant la campagne pour l'élection présidentielle sur cette question. Le deuxième dada, c'est la politique industrielle. On en parle beaucoup, mais en réalité, on ne donne pas une stratégie claire. Il est peut-être grand temps, avec les 3 chocs successifs que nous avons connus, de reposer ou de repositionner la question de la politique industrielle. Et il serait peut-être bon que vous qui êtes les acteurs de l'industrie locale et les acteurs de l'industrie tout court, vous posez réellement ce problème dans l'espace public, parce que non seulement il y va de votre activité, mais il y va vraisemblablement et surtout de notre vie à nous tous. Alors, si je parle d'une politique industrielle locale et d'une souveraineté industrielle locale, quels en sont les piliers majeurs? Il n'y en a pas beaucoup, 5. 5 piliers majeurs que sont la maîtrise du foncier, une stratégie pour fixer le capital, c'est-à-dire faire de telle sorte que nous n'avons pas des délocalisations, les fixer, ça n'est pas les amener à rester de force, pas du tout. L'effet d'agglomération, la proximité de leurs partenaires industriels peut permettre de les maintenir. Donc il y a quelque chose à faire, il y a une ingénierie du maintien qui doit être mise en place. C'est la garantie des débouchés, et notamment ce que j'appellerais moi l'accès au marché public constitue pour beaucoup d'industries un des débouchés le plus important. Ensuite, c'est l'infrastructure humaine et scientifique. Autrement dit,
on va tenter de limiter, voire je dirais de rendre plus attractif le territoire national. Vous savez, la France, nous sommes un des pays les plus attractifs du monde, y compris scientifiquement. Le CNRS, si vous enlevez, vous savez, les fameux indicateurs, si vous enlevez le nombre de mètres carrés par chercheur, nous sommes les plus productifs. C'est pas, je ne plaide pas pour ma chapelle, mais je vous assure que c'est vrai. Hein. Vous enlevez c'est faux que les chercheurs français travaillent moins. Pas du tout. Et parfois, je vais être très franc, nous travaillons avec des bouts de ficelle. Mais nous travaillons. La preuve en est, je suis devant vous et c'est un grand plaisir. Et ça fait partie du devoir de citoyen de venir parler de ce que je fais, qui n'est pas très considérable au regard de ce que vous faites tous les jours. Ensuite, dernier point, c'est la création et le maintien du bouclier numérique local. Il y a 10 ans en arrière, même pas 5 ans en arrière, on ne l'aurait pas écrit. Aujourd'hui, ça devient fondamental et vous verrez vers la fin, j'y reviendrai un peu. Alors, comment les conjuguer au local? Voilà, c'est très simple. Si vous avez du foncier, c'est la réduction du time to market qui est véritablement un des moyens de fixer en dessous des 10 mois pour pouvoir maintenir et créer quelque chose. Le foncier, le financier, avoir un capital patient qui peut rester plus longtemps, moins lié, moins l'œil rivé sur ce que j'appellerais moi une rentabilité immédiate, trouver des solutions pour justement financer sur le long terme et maintenir le financement, notamment dans les nouvelles technologies qui apparaissent, qui sont face à une situation très particulière en ce qui concerne les financements. Il y a ensuite la fixation du capital. Par exemple, éviter qu'on ait eu, vous savez, cette fameuse usine qui a été fondée quelque part dans le Nord et que dès qu'elle a touché les subventions publiques est partie très rapidement. Ça, c'est un mécanisme qui a été problématique. À l'époque, ce fut un grand choc. Ensuite, maintenir le savoir-faire national et ne pas le perdre, l'ancrer. Et enfin, bien sûr, créer ce que j'appelle moi l'effet d'agglomération à l'intérieur des systèmes productifs tels que nous l'avons, par exemple, dans l'espace du Rhône, mais un peu partout aussi en France. Alors, quel est le moteur? C'est ce que j'appelle la triple hélice territoriale. Il y a l'académique, le cerveau, mais j'aurais pu me mettre en 3e position, c'est pas moi, mais tous mes collègues du CNRS, du CEA et des autres qui sont d'un grand talent. Il y a ensuite vous-même, le monde industriel, les entreprises de taille intermédiaire, les petites PME, etc. Il y a ensuite, alors ça a fait tiquer quelques-uns de vos collègues quand je suis passé là-haut dans le campus numérique il y a quelques semaines, au mois de mars, et quand je leur ai dit, il y a quand même une ingénierie institutionnelle en France, certains ont dit non, c'est la création de textes et tout. Non, pas du tout. Quand je dis il y a une ingénierie de construction de certaines politiques publiques qui ont très bien réussi, c'est pas faux. C'est pas faux. L'État, vous savez, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France était quasiment à genoux. Si vous avez vu l'histoire de la construction du nucléaire français, dans quelles conditions ça a commencé, moi j'ai lu l'histoire. C'est magnifique. C'est véritablement des hommes et des femmes qui ont construit ça sur leurs épaules. C'est énorme. C'est une grande aventure, derrière laquelle s'est engouffré un État qui a dit il va falloir faire quelque chose. C'est ça ce qu'on attend d'eux, réellement. Et ça, c'est un point qui est très important, l'institutionnel. Alors, s'agit-il d'un nouveau modèle de politique industrielle? Je vais prendre le risque de dire oui. C'est un nouveau modèle de politique industrielle. En fait, on inverse la pyramide. Ce sont les territoires qui assemblent les fameuses briques opérationnelles sur lesquelles je reviendrai, qui, elles, vont manifester des besoins, et c'est par remontée de besoins qu'on amènera l'État à réorienter, à insuffler, et de l'autre côté, il y a un acteur majeur qu'on actionne peu, et auprès duquel il faut qu'il y ait un autre lobbying, c'est l'Union européenne. Majeur. C'est un acteur majeur. Il ne faut pas que l'Union européenne se désintéresse des industries localement ancrées. C'est quelque chose de fondamental. Il va falloir qu'il revoie une partie de la copie et c'est quelque chose de particulier. Alors, ayant eu tout cela, où en sommes-nous, nous, dans l'espace rhodanien? C'est ce que j'appelle
le couloir rhodanien, le laboratoire local rhodanien. Je regarde le temps pour ne pas trop dépasser. Alors, où en sommes-nous? C'est très simple, comme n'importe quelle structure, nous sommes, nous aussi, d'une certaine façon, présents. Nous avons une partie de ce que j'appellerais moi le grand patrimoine industriel. Grosso modo, les chiffres que vous avez ici, vous avez les fameux grands axes, mais nous avons plutôt des leviers majeurs qui sont les axes stratégiques, que sont la défense terrestre. Le monde de la défense ne m'est pas totalement étranger. L'énergie et le nucléaire, si vous n'avez pas d'énergie, vous ne faites pas de l'industrie. Beaucoup ne l'avaient pas compris il y a quelques années. Et puis de l'autre côté, la santé est autour de ce que j'appellerais moi la stratégie d'une sécurité sanitaire, de lutte contre les grands risques sanitaires. Et le Covid-19 a sonné à un moment donné comme une sorte de rappel de la nécessité du maintien. Quand j'avais travaillé sur les biotech à l'époque, il y a eu un grand débat sur l'industrie du vaccin, puisque un de mes sponsors à l'époque était Biomérieux, et véritablement, ils avaient dit qu'eux entraient véritablement là-dedans, voulaient y rester. Alors vous voyez que récemment, quand c'est arrivé avec le Covid-19, malheureusement, nous n'étions pas au rendez-vous, et j'ai pu le regretter à titre personnel. Alors, en fait, si j'ai ça, il me manque la brique institutionnelle. Alors, qui fait quoi? Je vais aller très rapidement. Vous avez l'État, la région, le local urbain, le local péri-urbain. Alors, vous avez ici, dans le Rhône, tout un ensemble. On parle même de Paris, pas très loin d'ici. J'ai trouvé même un texte qui parle de vous, la ruche industrielle, comme étant une structure novatrice. Je vous l'enverrai. Donc, vraiment, c'est-à-dire la mise en cluster ou la mise en commun, c'est très intéressant de le voir, et ça m'a fait très très plaisir, puisque c'est pionnier. Bien. Et donc, vous voyez quels sont les impacts directs, c'est-à-dire le profil du territoire industriel du Rhône est très particulier. Il est très particulier. Si nous nous écartons à 200-300 km, vraisemblablement, on trouvera autre chose. Et là, je retrouve une des dimensions que j'affectionne à titre personnel, ce que j'appelle l'économie de la courte distance, qui est très importante, les effets d'agglomération. Alors, géographiquement, on a une distribution très particulière, et vous avez les axes sud, est, nord, l'épicentre urbain, et la possibilité d'une extension particulière. Et vous allez voir dans le tableau qui va suivre le défi majeur. Le défi majeur, ça va être le foncier industriel. C'est un des défis majeurs. Outre la question, je dirais, du capital, outre la question du maintien des structures de production. Alors, allons plus loin. Allons plus loin pour voir quels sont nos axes de vulnérabilité. Pour aller très vite et ne pas trop vous prendre de votre temps, il y a la saturation foncière et les effets d'éviction. Il y a la problématique de l'acceptabilité. Pour avoir travaillé sur les biotech et sur le nucléaire, j'avais comparé avec le monde de la chimie. Et à l'époque, je crois qu'on avait fait une grande erreur. C'est d'avoir, d'une certaine façon, mis à l'index un secteur industriel dont on a besoin aujourd'hui et dont on aura toujours besoin. La chimie n'est pas que la pollution, l'explosion, c'est autre chose. Et malheureusement, ils ont été à l'époque, je me souviens quand je faisais mes analyses, pris comme une sorte de secteur qui n'a pas réussi à se faire accepter beaucoup plus facilement. La question de l'acceptabilité est très importante. Il y a ensuite la problématique, la fragilité, la volatilité du système de la sous-traitance. Il y a ensuite quelque chose qui est problématique, mais qui ne rentre pas obligatoirement, sauf à considérer que le bâtiment est une industrie qui est une industrie connexe du monde industriel, ce que, à titre personnel, je suis prêt à le dire. Localiser des compétences et les localiser au coût abordable pour eux, c'est-à-dire le logement, c'est-à-dire la possibilité de localiser des unités de formation. Je sais, nous, dans le monde académique, avoir par exemple un bureau pour pouvoir travailler avec ses étudiants, c'est impossible. Le monde universitaire n'est pas propriétaire de ses locaux, pour la petite histoire, parce que le foncier de bureau coûte très cher à Lyon, et donc ils sont tous locataires de la ville de Lyon, que je salue par ailleurs. Donc voilà, ça vous donne une idée. Comparez par exemple, vous savez que
le premier asset de l'université d'Harvard, c'est sa localisation. Ce sont ses bâtiments, pour vous donner une idée. Et c'est ce qu'il mène en garantie pour pouvoir lever des fonds de recherche, par exemple. Il y a ensuite un autre défi, c'est l'intelligence artificielle industrielle dans le Rhône. Autrement dit, et j'en ai parlé tout à l'heure, nous en avons parlé, la question de la cybersécurité, le coût global, je dirais, de l'entrée, c'est le ticket d'entrée qui, par la suite, pose problème. C'est la question de la confidentialité, c'est la question du déploiement de l'opérateur augmenté, etc. Bien, nous avons vu où nous en sommes, nous avons vu quels sont nos défis, et alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de cette peut-être perte de capacité industrielle vers la nouvelle souveraineté industrielle de pile locale. C'est le fameux pont technologique. Et je vais aller très vite, je n'en ai plus pour beaucoup, et on aura des jeux de questions-réponses. C'est quoi le pont technologique? C'est la possibilité de passer d'un modèle à un autre. Dans ce modèle-là, nous allons déployer une stratégie qui va permettre de réduire la pénurie du foncier avec une maximisation, par exemple, par un jumelage, des jumeaux numériques, par la mise en place de structures qui vont être des structures partagées. Il y a ensuite la question du risque, et donc on pourrait trouver à ce moment-là des possibilités, entre guillemets, de limitation de l'impact des risques, de limitation des problématiques de pollution. Il y a des problématiques dites de main-d'œuvre, et donc sur lesquelles on pourrait agir. Il y a ensuite la vulnérabilité des PME, c'est-à-dire le pillage, par exemple, de leurs compétences, le pillage de leurs capacités, le pillage de leur savoir-faire. Alors, que feront à ce moment-là les acteurs locaux que je vous citais tout à l'heure? Les acteurs locaux ont des atouts à valoriser, que sont le tissu industriel, la diversité sectorielle, les écosystèmes de recherche-développement universitaire. Ils font quelque chose quand même. Les cultures de pôles et de clusters, et vous en êtes un des exemples. Le problème, c'est que nous sommes face à une rareté du coût du foncier industriel. Il y a une concurrence transfrontalière, pas très loin de chez nous, ici. Il y a bien sûr une tension sur le recrutement et sur certains des métiers techniques. Pouvoir se donner des compétences, ça signifie aussi mettre en place des lieux de formation, des lieux d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas parler que de la recherche et développement, mais des lieux d'apprentissage et de collaboration, de coopération avec le monde industriel. Et bien sûr, malheureusement, nous sommes dans une ville qui s'est beaucoup densifiée et dans un département qui s'est densifié beaucoup. C'est à la fois heureux, mais qui peut être problématique. Se posera un peu plus loin l'extension, par exemple, du foncier. Alors, qu'est-ce qui est possible de faire? Voilà une feuille de route, et j'en aurai terminé très rapidement. Sur quoi elle se base? Sur la sanctuarisation du foncier, sur une réorganisation du capital, l'accès au capital, et sur une nouvelle écologie industrielle. Attention, écologie industrielle, dans mon entendement, ça n'est pas l'élimination du monde industriel, pas du tout. Écologie au sens propre du terme, une nouvelle réorganisation, le fait d'avoir une meilleure circularité quand on veut, et on peut le faire. Et enfin, dernier point, puisque c'est véritablement le défi majeur de demain, je pense que dans le monde industriel, c'est un défi, c'est celui de l'IA industrielle, basé sur 3 choses. La maintenance prédictive, par exemple, l'optimisation fine et le contrôle de vision, par exemple, détecter les défauts, peut-être, vous voyez, des petites choses de ce type qui permettront des mises en commun d'outils. Nous l'avons fait pour les grandes instrumentations scientifiques. Il est tout à fait possible de le faire à moyen niveau pour le monde industriel. Et enfin, in fine, la souveraineté industrielle moderne n'est pas l'autarcie, ça n'est pas la lutte contre l'autre, ça n'est pas de vouloir à ce que la Chine ne soit pas l'usine du monde, loin s'en faut, pas du tout. En réalité, c'est de créer un nouveau modèle d'interconnexion, de faire de telle sorte que les nouvelles technologies permettent cette interconnexion, de faire de telle sorte que les synergies se créent parce que nous avons de quoi nous connecter. Nous ne sommes plus dans des logiques de silos, mais plutôt dans des logiques d'interconnexion. Faire de telle sorte que ce qui a manqué jusqu'alors, peut-être
renforcée par certaines des initiatives afin que, entre guillemets, la fuite du capital ne se fera pas, ou que la relocalisation devient un antidote contre certains des chocs stratégiques majeurs que nous avons connus. Je pense que dans l'industrie militaire, on a compris la leçon. Ça y est, ça c'est fait. Eux, ils l'ont compris, mais je pense que le monde de la commande publique a compris la leçon. Donc il y a quelque chose. Alors pourquoi ne pas dupliquer la même chose, puisque ça a été fait après la Deuxième Guerre mondiale, vers d'autres industries. Vous savez, ce qu'on a appelé à un certain moment des fronts de développement est quelque chose qui est tout à fait plausible à faire aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci de m'avoir entendu et de m'avoir supporté aussi longtemps. J'espère n'avoir pas trop débordé. Merci infiniment. Alors, on est un petit peu en retard sur le programme. Si quelqu'un le souhaite, on peut prendre une question, mais on s'arrêtera là pour pouvoir enchaîner sur les autres séquences de l'après-midi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question brûlante pour Tofi qui est là cet après-midi? Bertrand. Toute petite question rapide. Vous parliez de la Chine tout au début. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux infos sur l'évolution des salaires en Chine, en gros, qui se fasse rattraper par le modèle qui nous a amené nous-mêmes à délocaliser? En gros, s'il y a un petit pansement à nous mettre là maintenant, est-ce que c'est possible d'aborder le sujet pour qu'on se sente bien par rapport à la concurrence chinoise? Ah, c'est-à-dire que est-ce que les salaires en valeur absolue chinois montent? Oui, bien sûr. La Chine a connu une situation de délocalisation, notamment dans certains des secteurs. Deuxième chose, la Chine connaît ce que j'appellerais moi une maturité démographique. Donc fatalement, pour fixer les gens, à un moment ou à un autre, les salaires vont augmenter. Alors, toute chose égale par ailleurs. Ça veut dire qu'au fond, si vous partez d'une base faible en termes de salariat, quoi que vous montez, il ne vous sera pas possible de venir tangenter les salaires européens. Mais par contre, l'introduction de cette montée en salaire dans l'équation de production fera qu'il y a une moindre compétitivité. D'ailleurs, il y a beaucoup de secteurs qui sont des secteurs qui étaient basés sur une forte production à bas coût qui commencent à connaître des situations de crise. Ça, c'est vrai. Mais la Chine ne déroge pas à la règle économique, ça, nous l'avons connu nous-mêmes. Donc, il est vraisemblable qu'ils iront, eux aussi, dans ce sens très particulier. Alors, nous sommes loin de la raréfaction des compétences, nous sommes loin de la raréfaction des bas salaires, mais il y a quand même une tendance à l'évolution. Je dirais que moi, ce n'est pas la Chine, à la limite, elle entame une évolution. Il y a un autre pays sur lequel, à titre personnel, je jette un regard parce qu'il nous intéresse, nous, ici en France, c'est l'Inde. Si vous regardez la trajectoire de la Chine en courbe et que vous regardez la Chine il y a quelques années, grosso modo une vingtaine d'années, et vous regardez la trajectoire de l'Inde, la pente de la courbe ressemble étrangement à celle de la Chine. Ensuite, la stratégie de l'Inde vis-à-vis de la captation des outils de production et de la captation du savoir-faire ressemble étrangement à celle de la Chine. Pourquoi? Parce que l'Inde est face à un double dilemme. D'une part, la Chine et ne pas se faire distancer par la Chine, et surtout le retour du Pakistan dans le jeu suite à la guerre au Moyen-Orient fait peser sur l'Inde un vrai défi. Or, nous sommes en train d'aller vers l'Inde, ne faisons pas la même erreur quelques années plus tard. Merci beaucoup. Merci Tofik.